Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être en notre compagnie ce midi pour une petite heure pour échanger ensemble sur les étapes clés, les bons conseils pour mener son projet d'achat immobilier sur Nantes et sa région. Je suis accompagnée aujourd'hui de 4 professionnels de l'immobilier. On va tous avoir l'occasion de se présenter dans un instant. Vous précisez qu'on va se laisser 20-25 minutes, 30 minutes si vraiment on a beaucoup de choses à vous dire pour vous détailler les différentes étapes clés de l'acquisition. Vous avez la possibilité sur la droite de poser des questions. Il y a un onglet dédié à ça. N'hésitez pas tout au long de la présentation à nous poser vos questions. On prendra le temps, on aura le temps d'y répondre. Et vous avez également la possibilité de voter sur les questions qui seront déjà posées de façon à ce qu'on les prenne dans l'ordre de vos besoins. Alors, pour se présenter, donc je suis Stéphanie Descousy, je suis directrice commerciale de la société Je rêve d'une maison. Nous sommes un service de chasseurs d'appartements et de maisons immobiliers présents sur Paris, sur Nantes, bien évidemment, puisque c'est le sujet pour nous aujourd'hui, sur Bordeaux, Lyon, ainsi que Montpellier et d'autres villes à venir prochainement. Nous accompagnons uniquement les acquéreurs, pas du tout les vendeurs, les acquéreurs dans leur projet d'achat, du démarrage de la recherche jusqu'à l'acte authentique, le jour où les clients ont les clés, de façon à trouver de la façon la plus sécurisée et dans un temps le plus court possible le bien recherché, le bien idéal. On existe depuis 2016 et on a réalisé plus de 800 acquisitions avec nos clients. Nous avons une équipe aujourd'hui présente sur Nantes, pardon, sur Lyon également, mais sur Nantes, de 2 chasseuses, Marie et Mathilda, qui accompagnent depuis plus de 3 mois maintenant les acquéreurs sur la région nantaise. Je suis accompagnée aujourd'hui de Lorient. Hello Lorient. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de ton accueil et bonjour à tous. Je suis Lorient Malou, je suis le responsable de l'agence Haussmann à Nantes. Haussmann est une néo-agence immobilière qui s'est créée en 2017 à Paris initialement. J'ai ouvert l'agence de Nantes en septembre 2020. On accompagne acheteurs et vendeurs dans leurs transactions immobilières et la particularité d'Haussmann, c'est de faire des frais fixes à 5 900 euros. Quel que soit le prix de vente de votre bien. On part du constat qu'un bien, quelle que soit sa valeur, reste une seule et unique transaction. Donc, on travaille au frais fixe et on englobe l'intégralité des prestations d'une agence immobilière. Donc, du coup, de l'estimation jusqu'aux visites et jusqu'à l'accompagnement des signatures de compromis et d'actes authentiques. C'est un service qui est clé en main de A à Z pour la somme de 5 900 euros. Super, merci beaucoup Lorient. Foucault, hello, bienvenue. Salut Stéphanie, merci. Donc Foucault Desgaret, responsable de l'agence Artemis Courtage à Nantes. Artemis Courtage qui est une société donc, qui accompagne les clients dans le financement du crédit immobilier et de leur assurance du prêt en réseau national qui a plus de 100 agences. Et effectivement, donc à Nantes, on a 3 agences et 22 collaborateurs pour accompagner les futurs acquéreurs. Top, merci beaucoup. Bonjour Victoire, je te laisse te Bonjour présenter Stéphanie. également. Oui, merci pour ton accueil. Donc, je suis Victoire Aubonnet, Head of Strategy and Operations chez Gens de Confiance. Gens de Confiance, c'est un site de petites annonces avec cooptation qui assure une grande qualité du réseau. L'entreprise a été créée en 2014 par 3 entrepreneurs nantais. On couvre toute la France, mais nos locaux sont à Nantes et on dispose d'une communauté particulièrement active dans la région nantaise et d'une offre immobilière riche. Super, merci beaucoup Victoire. Donc on va avoir l'occasion les uns et les autres de vous détailler chaque processus, chaque étape de l'acquisition en fonction de la façon dont on accompagne les uns les autres nos clients. On vous propose de démarrer là maintenant avec un état des lieux du marché nantais, notamment avec le baromètre tout chaud qui vient de sortir à Lorient cette semaine, pour nous raconter un petit peu ce qui se passe sur le marché en ce moment à Nantes.
Oui, merci beaucoup Stéphanie. Alors effectivement, au préalable, on va vous faire un petit état des lieux du marché nantais. Haussmann a pour habitude de sortir tous les débuts de mois un baromètre qui vous permet de prendre connaissance du marché de l'immobilier en temps réel. Là, on parle du baromètre du mois d'avril sur le marché nantais. Pour vous expliquer un petit peu le marché nantais, vous le savez tous, il y a eu une très forte croissance du marché nantais, notamment sur ces 10 dernières années, qui a enregistré 50% de croissance. Sur les 2 dernières années, nous sommes à 13,2 et rien que sur l'année 2021, nous sommes à 6% de croissance immobilière. Donc, on est sur un marché qui est dit tendu avec un indice de tension immobilière qui dépasse les 5%, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5% d'acheteurs que de vendeurs, donc c'est une question d'offre et de demande. Plus l'indice de tension immobilière est élevé, plus les prix croient et plus la tension immobilière raccourcit les délais de vente. Pour vous parler un petit peu plus dans la granularité, on a des quartiers à Nantes qui ont un peu plus la cote que les autres, majoritairement les quartiers qui sont en intra-boulevard, les quartiers historiques comme le centre, le quartier de Pavé Saint-Félix, qui est le quartier le plus en vogue en ce moment, mais aussi des quartiers émergents ces dernières années comme l'île de Nantes, Chantenay ou même Doulon-Motière. La tension immobilière est plus constatable sur différents types de biens. À Nantes, notamment, si je vais essayer de prendre les biens les plus demandés sur les appartements, qui vont être le T3, donc le 3 pièces avec balcon et parking en intra-boulevard, qui ont aux alentours de 350 000 € aujourd'hui à Nantes. En termes de maison, ça va être une maison qui fait aux alentours de 120 mètres carrés, 3 à 4 chambres, avec un extérieur bien évidemment, et elle-même toujours en intra-boulevard, qui partira entre 600 et 700 000 € suivant les prestations. Là, je viens de vous cibler les 2 biens les plus demandés aujourd'hui à Nantes qui offrent le plus de tension, et donc du coup, ces biens généralement partent très très rapidement. Ça peut partir sous un laps de temps d'1 à 2 journées et les 3 quarts du temps en off-market. Ce que l'on constate sur le marché nantais, c'est la demande de plus d'espace de la part des acheteurs et aussi bien des vendeurs qui vont vendre leurs biens pour récupérer des biens un peu plus grands par la suite. Mais majoritairement, et ça c'est suite au confinement, des acheteurs et des propriétaires qui souhaitent avoir des espaces extérieurs, d'où le balcon par exemple sur l'exemple du T3, ou les jardins pour des maisons. On rencontre énormément de processus d'achat-vente de personnes vivant auparavant dans des appartements et qui souhaitent désormais acquérir des maisons avec des extérieurs. On constate également un exode urbain, si on peut le dire, avec beaucoup de Nantais qui sont prêtes à s'excentrer du centre-ville de Nantes pour aller rejoindre des villes qui offriront toutes les commodités que peuvent offrir Nantes et la proximité avec le centre-ville de Nantes. Et je vais cibler par exemple Saint-Sébastien, Sainte-Luce, je vais Sucé-sur-Erdre, Couëron. Voilà, des villes qui sont limitrophes, qui offrent la proximité avec la ville de Nantes, tout en offrant des villes-bourgs attractives et dynamiques. Et dernier petit point sur l'analyse, notamment un peu plus précise des prix, on peut constater une forte décorrélation entre les prix d'un appartement et d'une maison. On constate à peu près 1 000 € du mètre d'écart entre une maison et un appartement. Donc ça rejoint tout ce que je viens de vous expliquer, si vous voulez, aussi bien sur l'exode urbain que sur le souhait des propriétaires d'acquérir des espaces extérieurs. Pour la petite information, le baromètre est live tous les mois, donc je viens de vous le mettre dans le chat. Si vous souhaitez vous y inscrire, on vous enverra automatiquement tous les mois les nouvelles tendances de prix à Nantes et aux alentours. Top, super, merci beaucoup Lorient. Donc vous voyez, le marché est tendu sur Nantes, les prix ne baissent pas aujourd'hui. Il y a peu de volume, même si on va rentrer dans une bonne saisonnalité. Et tu parlais d'exode des Nantais qui se décentrent un petit peu. Il y a aussi de fortes demandes, et nous on le voit, de Parisiens qui, depuis le Covid, ont décidé de rejoindre la région nantaise avec des demandes d'extérieur, en effet, une pièce en plus de façon à pouvoir s'organiser professionnellement pour travailler à distance, et puis beaucoup de demandes en effet sur des maisons et de la découverte des bourgs dont tu parlais tout à l'heure, qui sont de plus en plus demandés. Merci Lorient. C'est très vrai sur cette histoire de bureaux. Effectivement, c'est de plus en plus demandé de la part des acheteurs. Et en ce qui concerne les Parisiens, effectivement, on constate également une très forte affluence des Parisiens
vers Nantes. Pour une petite statistique, au mois de mars et avril l'an dernier, on a enregistré plus de 60% de nos ventes qui étaient au profit de Parisiens. Qui correspond aussi aux demandes qu'on peut avoir de notre côté. Rentrons dans le détail des étapes, Laurian, d'un cas notamment de propriétaires qui souhaiteraient mettre en vente pour mener un projet d'achat en parallèle sur les différentes étapes à prévoir, à programmer. Alors il y a toujours la question, est-ce que je mets en vente avant d'avoir trouvé? Est-ce que je cherche d'abord et puis je mets en vente au moment du compromis? Alors la tension immobilière, la tension immobilière étant celle que tu décrivais tout à l'heure, on recommande en règle générale d'associer la vente et l'achat et de travailler sur un timing parallèle. Du coup, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Comment ça se passe? Alors, c'est de la préparation, ce qu'il faut faire. Alors là, on vous met le schéma type d'une transaction immobilière. On le met avec les deux parties prenantes que sont acheteurs et vendeurs, parce que vous êtes nombreux à vous retrouver dans ce processus d'achat-vente. Nous, nos préconisations seront bien évidemment de trouver le bien avant de mettre en vente le précédent. Et vous ferez appel dans ces cas-là à Foucault, par exemple, qui montera un pré-relais pour pouvoir assembler le tout et essayer de faire concomiter les deux dates de vente des deux biens. Alors, dans toute transaction immobilière, initialement, la première étape est de rencontrer un expert immobilier, un professionnel de l'immobilier qui va venir faire le point avec vous sur votre projet immobilier, qui va prendre en compte toutes vos demandes, toutes vos attentes, mais qui va effectivement aussi faire une estimation de votre appartement, qui va prendre en compte les caractéristiques de votre appartement pour l'estimer. Donc, c'est un expert immobilier qui se déplace chez vous pour prendre toutes ces informations. Suite à cela, il va faire une étude comparative des biens qui sont actuellement à la vente, des biens qui ont été vendus, des caractéristiques de votre bien, pour vous proposer un prix estimatif auquel il faudra que l'agent immobilier tombe d'accord, bien évidemment, avec vous sur un prix de mise en vente. L'idée de cette expertise est ultra judicieuse parce qu'on ne peut se permettre d'estimer au doigt mouillé un appartement aujourd'hui sans pour autant avoir des conséquences qui peuvent être très néfastes dans votre vente. Suite à cette estimation et la définition du prix de mise en vente d'un appartement, l'agent immobilier est dans l'obligation de signer un mandat de vente avec son propriétaire vendeur pour pouvoir commencer à travailler sur la vente. Suite à ça, il va collecter l'ensemble des documents nécessaires du coup à la mise en vente d'un appartement ou d'une maison. Donc, pour différencier tout ça, un appartement va nécessiter un règlement de copropriété, les 3 derniers PV d'AG, ainsi que les diagnostics. Pour une maison, il faudra les diagnostics et idéalement aussi, même s'il n'y a pas d'obligation, les notaires le demandent de plus en plus, un rapport d'assainissement stipulant du bon raccordement d'un point de vue des eaux usées et des eaux vannes de votre maison. Une fois qu'on a l'ensemble de ces documents, que l'on a notre mandat, le prix de vente et l'ensemble des documents, on va faire venir un photographe professionnel qui va faire des photos de mise en avant de votre bien. Chez Haussmann, on va avoir tendance à pousser un petit peu l'expérience avec une visite virtuelle et un plan 2D pour laisser un peu plus d'informations en qualité des acheteurs, éviter ce que l'on appelle une visite touriste. Et une fois que l'on a ces photos, qu'on a tous les documents, on va rédiger une annonce qualitative, concise et avec toutes les informations nécessaires que l'on va diffuser en 2 temps. Toutes les agences travaillent de cette manière et c'est là, ça c'est un élément qui est assez important à prendre en compte. On va diffuser dans un premier temps sur un réseau qui est dit off-market. Dans le réseau off-market, on va avoir les partenaires de l'agence. On va avoir typiquement, vous, J'aurais d'une maison, Stéphanie, qui est partenaire chasseur immobilier. On va vous solliciter en amont. On va aussi solliciter Gens de Confiance, par exemple, qui est un réseau de vendeurs et d'acheteurs aussi assez conséquent. Victoire aura l'occasion de vous en parler plus tard. Mais du coup, on va d'abord vous solliciter, vous, au préalable, pour faire bénéficier d'un réseau et surtout pour bénéficier du fait d'avoir 2 professionnels sur une vente en amont. Donc, on va avoir tendance à publier entre 48 heures, un peu plus une semaine sur ce réseau avant de publier sur les autres sites que vous devez connaître, que sont les portails immobiliers. Là, on parlera d'un réseau qui sera dit on market et on va citer les grands portails immobiliers que vous pouvez connaître comme Se Loger, Ouest France ou Le Bon Coin.
Une fois que la publicité est faite, on va générer des contacts acheteurs avec qui on va organiser des visites. Et là, c'est là où vous rentrez dans la danse, du coup, Stéphanie, pour faire des visites avec les acheteurs de manière à présenter le bien, calculer l'âme du bien et de générer ou non une envie ou un coup de cœur de la part des acheteurs. Si envie d'achat il y a de la part des acheteurs ou coup de cœur, on va réceptionner des offres par la suite. On rentrera un petit peu dans le détail par la suite de ce que doit contenir une offre, mais on va récupérer les offres avec toutes les informations nécessaires sur ces dernières. On va les négocier si ces offres ne sont pas au prix et on va accepter une offre parmi toutes les offres que l'on peut avoir dans le panel. Une fois qu'une offre a été acceptée, on va se passer par la phase de signature d'un compromis. Le compromis, on a fait le choix chez Haussmann de laisser la rédaction au notaire. Ça se fait de plus en plus dans les agences immobilières pour éviter qu'il y ait des coquilles, tout simplement dans le compromis. C'est ce qui sert d'avant-contrat. Il est primordial d'avoir un avant-contrat qui soit correctement rédigé pour éviter qu'il y ait des soucis par la suite. Une fois que le compromis est signé, c'est là où Foucault va rentrer dans la partie pour monter un dossier financier et générer une offre de prêt. Donc 2 mois seront accordés à l'acheteur pour éditer les offres de prêt bancaires. Suite à cela, on va lever les clauses suspensives qui auraient été au préalable indiquées dans le compromis et on passe à l'acte authentique qui arrive en général 3 mois après la signature du compromis. Donc, tout ce processus, pour vous donner un laps de temps, on est à peu près sur un processus qui est au minima de 4 mois et en moyenne qui est plus aux alentours de 4 mois et demi. Ce qui va nous laisser le temps d'une semaine à 2 semaines pour préparer la commercialisation, 2 à 3 semaines à Nantes parce qu'on est sur un marché assez tendu. Donc, du coup, pour trouver un acquéreur et suite à cela, on signe un compromis qui aura lieu entre 2 à 3 semaines après la signature de l'offre acceptée. Et après, on a encore 3 mois par la suite. Donc, au global, il y a entre le moment où un vendeur met en vente son bien et le moment où il va donner les clés à un acheteur, il faut compter à peu près 4 mois et demi. Absolument. Donc là, vous avez la photographie de l'ensemble des étapes que vous aurez à suivre si vous êtes vendeur et si vous êtes acquéreur. En ce qui vous concerne, vous qui avez un projet d'achat immobilier et plus de 80% des personnes qui se sont inscrites au webinaire là aujourd'hui ont un projet en cours ou en tête, il vous faut impérativement démarrer par votre plan de financement, caler votre plan de financement et ne pas attendre de vous positionner sur une offre pour aller voir le courtier, mais le décider en amont pour connaître votre capacité d'achat maximum. Je te laisse, Foucault, détailler un petit peu comment ça se passe. Ouais, merci Stéphanie. Donc, juste une petite première parenthèse, parce que c'est un peu d'actualité en ce moment, sur un petit peu les taux du moment sur le marché nantais. Alors, il n'y a pas de catastrophe, mais effectivement, depuis quelques semaines, avec le contexte géopolitique, on a une légère hausse des taux. Nous, il y a un indicateur qu'on suit avec attention, c'est l'OAT, les emprunts d'État. Et pour info, qui étaient à des taux négatifs depuis 2 ans, sont repassés à des taux qui atteignent quasiment 1%. On arrive au taux de 2018 et les banques se servent de cet outil en référence pour caler leurs conditions de prêt. Alors après, pas de catastrophe, hein, ça a un petit peu augmenté. Sur 25 ans, en taux moyen, on est plutôt aujourd'hui à 1,45. Au plus bas historique, en décembre ou en janvier, on était sur des taux à 1,15, 1,20 en moyenne. Donc, il n'y a pas non plus un impact monstrueux, mais on est plutôt sur une phase ascendante. Pour la partie des étapes du financement immobilier, le courtier, il a un intérêt sur 3 objectifs. Quand vous souscrivez et quand vous venez voir un courtier, le premier objectif du courtier, ça sera bien évidemment de vous optimiser le meilleur package de financement. Et on parle d'un package de financement parce qu'un prêt, ce n'est pas qu'un taux. Souvent, on est un peu obnubilé par le taux du prêt. Dans les faits, le taux, c'est 30 à 40% de l'intérêt global d'une proposition. Il y a tous les à côté qui peuvent être bien plus impactants, les assurances, les conditions de vie du prêt. Donc voilà, on va optimiser. C'est la partie d'ailleurs assez facile du courtier. Les banques nous ont un peu délégué cette partie-là. On joue sur les volumes qu'on apporte aux banques pour négocier des meilleures conditions. Les banques ont mis toutes des équipes qui font que du prêt immobilier, qui travaillent qu'avec des courtiers. Donc on va jouer sur les volumes pour négocier des meilleures conditions. Et on va jouer également sur notre connaissance du marché bancaire. Les banques, c'est des commerçants.
Et donc, il y a des périodes de l'année où ils vont être en phase de conquête client. Et dans ce cas-là, ils peuvent appeler les courtiers pour dire, bah voilà, pendant 2-3 mois, on va rechercher telle et telle cible de clients. Donc voilà, on va optimiser, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ça va être d'accompagner les clients dans toutes les étapes du financement. C'est un long process, hein. On a de la signature d'un compromis, comme on peut voir sur le schéma, de la signature du compromis jusqu'à l'obtention d'un prêt. On a 60 jours en général pour avoir ce contrat de prêt. Et mine de rien, c'est beaucoup d'étapes. Donc, le courtier va accompagner le client, faire un peu le chef d'orchestre jusqu'à la remise des clés. Donc, le courtier va optimiser, accompagner le client. Et le troisième point qui est, à mes yeux, moi, le plus important, c'est que même si vous avez déjà une idée assez déterminée et préconçue de ce que vous voulez comme plan de financement, on part du principe que vous n'achetez pas une voiture. Donc, on va surtout passer beaucoup de temps à réfléchir aux différentes articulations possibles. Même si vous avez déjà en tête une idée peut-être d'apport, de durée, nous, on va présenter les différents scénarios avec les impacts économiques. Alors, peut-être que vous finirez avec le plan de financement que vous aviez en tête, mais l'idée, c'est que vous ne regrettiez pas dans les prochaines années en vous disant, tiens, c'est quand même dommage, on avait eu quelqu'un qui faisait que du prêt et on n'a même pas abordé ce scénario-là. Donc voilà, bref, le courtier, on optimise, on accompagne les clients et on réfléchit à l'articulation et dans toutes les étapes du financement. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour détailler tout ça, mais le vrai point de vigilance du courtier, ça va être de la signature du compromis. On va avoir 60 jours pour avoir un contrat de prêt et donc on va accompagner pour respecter ce délai. Voilà, il y a du temps, il faut récupérer des plans de financement, présenter le dossier en banque, présenter les retours bancaires aux clients, lancer les assurances, rencontrer la banque, relire l'offre de prêt. Voilà, donc l'objectif, ça serait évidemment que vous signiez en temps et en heure. Voilà pour les étapes du financement. Et une dernière parenthèse un petit peu sur les points de vigilance du moment. On va vraiment essayer d'anticiper au maximum. Quand on parlait de la construction du plan de financement, tout ce plan-là, on va essayer de le faire avant même qu'une offre soit acceptée, voire que le compromis soit signé dans un deuxième temps. Réfléchir aux différentes articulations pour, dès que le compromis se signe, pouvoir accélérer et avancer avec le banquier que vous aurez sélectionné et qui présentera les meilleures conditions. Il y a des petits éléments un peu bêtes, mais quand on est dans un projet immobilier, il faut commencer à faire attention à sa gestion des comptes. Ça paraît bête, mais les banquiers sont de plus en plus sensibles et vont regarder un petit peu le fonctionnement de vos comptes. Il ne faut pas avoir forcément d'agio. Si jamais vous avez des sauts de charge, une différence entre votre loyer et un potentiel prêt, et mettre en place des virements mensuels d'épargne complémentaire. Voilà, c'est des petits éléments, mais qui vont pouvoir faire pencher la balance et vous permettre d'obtenir un prêt si vous êtes un petit peu limite. Les deux derniers points, alors pareil, contactez-moi si vous voulez plus d'informations, on en entend pas mal parler, mais c'est les règles HCSF. Le Covid a pas mal bousculé les conditions d'octroi de prêt et donc voilà, on est très sensibilisé à ça. C'est plus compliqué que ça ne l'était d'obtenir un prêt, donc on va justement réfléchir à l'articulation qu'on va présenter au banquier pour respecter ces critères. Le dernier point de vigilance, c'est que de plus en plus, on a des propriétaires de résidence principale qui achètent une nouvelle résidence principale. Et la logique qu'on a tous de se dire je vais vendre dans 6 mois, donc j'aurai de l'apport pour acheter ma nouvelle résidence principale, n'est pas la logique bancaire. Et encore une fois, nous, on est obnubilé par les conditions suspensives d'obtention de prêt. Et donc, on va mettre en place un prêt relais en général pour sécuriser votre opération et ne pas être tributaire de vos potentiels acquéreurs dans le cas où, malheureusement, ils vous planteraient au bout de 60 jours s'ils n'avaient pas leur prêt. Voilà pour la partie prêt immobilier. Merci beaucoup Foucaud. Donc vous l'avez compris, on démarre sur vraiment le financement et la façon de financer le projet immobilier que vous avez. Une simulation bancaire aujourd'hui avec l'augmentation des taux, on va en reparler parce que j'ai vu qu'il y avait une question de Basile Foucaud pour toi. N'hésitez pas à réactualiser votre simulation, qu'elle soit datée de moins de 3 mois. C'est un élément très important au moment où vous allez poser votre offre potentiellement pour rassurer les vendeurs et l'agent immobilier sur l'offre que vous allez faire.
Vous avez donc défini votre potentiel d'achat, votre capacité maximum d'emprunt. Il va s'agir maintenant de préparer et de prendre le temps. Parfois, on dit aussi de perdre le temps, de gagner du temps pour préparer votre stratégie de recherche. C'est-à-dire, on parle souvent, nous, chez Jean Rêve d'une Maison, avec nos clients, des 4 piliers d'achat, de façon à vous assurer, de votre agilité et de la faisabilité de votre projet pour ne pas vous épuiser, ne pas vous décourager et réussir à mener ce projet de façon positive. Votre budget, on en a parlé. Quelle est votre capacité d'emprunt maximum? Ça ne veut pas dire que vous allez tout utiliser, mais au moins, vous savez jusqu'où aller. Ça veut dire aussi jusqu'où mettre vos alertes sur les différents portails pour commencer à lancer votre recherche. La surface, n'hésitez pas aussi à mettre le curseur parfois un petit peu plus bas parce que on a des clients qui viennent nous voir en nous disant je veux 53 mètres carrés et pas 52. Donc là, une discussion s'engage pour savoir parce que un appartement bien agencé de 48 mètres carrés peut parfois donner un sentiment de plus d'espace qu'un appartement de 53 mètres carrés, notamment dans l'ancien. Donc, n'hésitez pas à bouger aussi ce critère de surface et ne pas rester fermé sur une surface trop étroite. La localisation, bien évidemment, on en parlait avec Lorient tout à l'heure. N'hésitez pas à aller vous balader dans les quartiers que vous ne connaissez pas, qui sont émergents, qui pourraient aussi correspondre au mode de vie que vous recherchez. C'est extrêmement important. L'urbanisme aujourd'hui dans une ville comme Nantes et ses alentours évolue beaucoup. Vous pouvez tout à fait intégrer dans votre zone de localisation un quartier que vous ne connaissiez pas, sur lequel le prix moyen peut être encore actuellement plus bas qu'ailleurs et sur lequel vous ne feriez pas il y aurait aucun risque à l'achat pour une revente dans 5 ou même dans 10 ans. Les prestations, faites l'exercice de hiérarchiser vos critères parce que quand on ajoute le critère d'ascenseur, de nombre de pièces, d'espace extérieur, de luminosité, de bruit, etc., ou plutôt de calme, vous pouvez vous retrouver à chercher un mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Donc, essayez de faire cet exercice. Quels sont mes critères obligatoires? Mettez-en 3, pas plus. Quels sont mes critères rédhibitoires? Et ça va avec en miroir. Et qu'est-ce que je peux mettre qu'est-ce qui serait super en nice to have, en bonus, en optionnel, qui ferait que l'appartement serait vraiment coup de cœur assuré. Dites-vous aussi que l'appartement ou la maison parfaite n'existe pas. Il y a toujours un effort à faire sur tel ou tel pilier que sont les 4 que je viens de vous présenter. C'est extrêmement important de ne pas partir avec une recherche qui est trop fermée. Optez aussi pour une vraie stratégie de recherche. Ne vous lancez pas à mettre des alertes sur 15 portails immobiliers. Vraiment, sélectionnez-les. Commencez par Gens de Confiance, bien évidemment. Et puis les gros portails locaux, notamment, sur lesquels vous serez assuré d'avoir le maximum de volume. C'est important parce que sinon, vous allez, en fonction de votre sectorisation, qui va être soit très petite, soit trop large, vous allez vous noyer dans les alertes, vous allez voir beaucoup de doublons passer et vous risquez de vous y perdre et ne plus savoir comment mener votre recherche. Et puis évidemment, présentez-vous aux agences locales comme celle de Lorient. Il a pignon sur rue, vous pouvez tout à fait aller toquer à sa porte, exprimer votre recherche, vous faire entrer dans les tablettes de façon à ce que vous puissiez avoir derrière accès au off-market. Et bien évidemment, décidez de vous faire accompagner au bon moment. C'est une stratégie. Soit parce que ça fait 3 mois que vous êtes lancé, que vous ne trouvez pas, que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez plus le temps, que vous n'avez plus l'énergie. Acheter un bien immobilier, c'est très chronophage. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité pour être parmi les premiers à visiter notamment. Et puis, il faut avoir l'assurance d'acheter un bien sur lequel il n'y a pas de risque pour vous. Donc, si vous avez peur d'acheter n'importe quoi, si vous avez peur de vous lancer, vous
vous arrivez trop tard systématiquement, vous n'avez pas la disponibilité, vous n'êtes pas sur place, aussi, n'hésitez pas à vous faire accompagner. On est là pour ça et c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos chasseuses nantaises. Victoire, comment ça se passe, une recherche sur gens de confiance sur ta plateforme? Merci Stéphanie. Oui, donc pour rappel, un Gens de confiance, c'est un site de petites annonces avec cooptation, ce qui assure la qualité du réseau. Aujourd'hui, on dispose d'une communauté de plus de 1,3 million de membres et l'immobilier est notre catégorie la plus dynamique, car cela représente environ 7 recherches sur 10. C'est tout à fait logique, parce que dans le cadre d'un projet immobilier, les enjeux humains et financiers sont très importants et donc la confiance est primordiale. Voilà, en vous rendant sur Gens de confiance, vous avez accès à des annonces qui, pour la plupart d'entre elles, 70% en moyenne, sont en exclusivité sur la plateforme. Donc, en quelque sorte, vous bénéficiez d'un bouche à oreille virtuel qui est grossi par cet effet réseau parce qu'il y a 1,3 million de membres de la communauté. Donc, finalement, c'est un off-market qui est plus large que votre réseau direct. Vous bénéficiez aussi d'échanges de qualité entre les membres, que ce soit des particuliers ou des professionnels avec qui vous vous engagez, vous communiquez parce qu'ils s'engagent à être cordiaux, à répondre aux messages et à être ponctuels lorsque des rendez-vous sont fixés. Donc vraiment, ça vous facilite votre projet immobilier. Si on regarde un peu les conseils que nous avons pour optimiser votre recherche sur Gens de confiance. Donc tout d'abord, il s'agit de rejoindre la communauté et d'activer des alertes. Donc vous devez d'abord être membre Gens de confiance. Pour cela, vous devez recevoir 3 parrainages. Si vous vous rendez sur notre site, on va vous donner tous les outils pour trouver vos parrains parmi votre carnet d'adresses, que ce soit votre carnet de contact téléphonique ou Facebook. Et ensuite, pour les particuliers, tout est gratuit, à la fois la publication des annonces de mise en vente ou alors de recherche de biens. C'est aussi gratuit, évidemment, de regarder les annonces et de prendre contact avec les propriétaires. Ce qu'on vous conseille pour optimiser votre recherche, c'est évidemment de regarder fréquemment pour vous faire une idée du marché et de mettre en place des alertes pour être réactif une fois qu'un bien qui est pertinent par rapport à vos critères apparaît. On vous recommande aussi de regarder l'annuaire des professionnels de Gens de confiance. Évidemment, comme un projet immobilier, c'est un projet important, se faire entourer de professionnels compétents en qui vous sentez en confiance, c'est primordial. Et c'est encore plus important si vous faites partie des nouveaux arrivants qui rejoignent Nantes chaque année, comme mentionné précédemment par Lorient et par Stéphanie. Gens de confiance a notamment créé un annuaire des pros qui recense tous les professionnels qui sont recommandés. Et vous pouvez encore une fois bénéficier de ce bouche à oreille numérique et trouver par exemple que ce soit un pro de l'immobilier comme ceux de chez Haussmann de Je rêve d'une maison, un notaire, un déménageur, un artisan pour la rénovation une fois que vous avez acquis le bien. Et avant de contacter le professionnel en question, vous pouvez voir son profil, ses références, ses avis. Et j'invite d'ailleurs, s'il y a des professionnels connectés à ce webinaire, à créer votre profil pro sur Gens de confiance, ce qui vous permettra d'apparaître dans l'annuaire et d'obtenir des avis. On a un profil pro un peu particulier pour les agents immobiliers. C'est un pack qui s'appelle le pack expert immobilier. Cela vous permet d'avoir une vitrine de votre activité professionnelle sur Gens de confiance, des avis, et cela vous permettra de trouver à la fois des nouveaux mandats, de publier des annonces auprès d'un réseau d'acheteurs très qualifiés. Enfin, petite perspective sur le marché de l'immobilier à Nantes sur Gens de confiance. Pour rappel, Gens de confiance a été créé par 3 entrepreneurs nantais, donc on couvre toute la France, mais nos locaux sont à Nantes et on dispose d'une communauté particulièrement active à Nantes et une offre particulièrement riche. Donc, si l'on fait un focus sur les offres de biens à vendre à Nantes aujourd'hui sur Gens de confiance, on a plus de 100 annonces pour des maisons, plus de 180 annonces pour des appartements et une moyenne de biens à 500 000 €. Il y a environ 180 nouvelles annonces par mois, donc il y a vraiment un stock qui se renouvelle et il y a vraiment une accélération qui s'opère au printemps. Aujourd'hui, on est en plein dans la période. Voilà, et n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions, notamment à l'équipe Bonheur à bonjour@gendeconfiance.com.
Merci beaucoup Victoire. Oui, alors tu parlais de saisonnalité. En effet, on peut revenir dessus avec Lorient 3 petites minutes pour vous dire que il y a une vraie saison de l'immobilier à Nantes, mais pas que en règle générale, qui est liée aux rentrées scolaires et aux impératifs de rentrée scolaire. Donc une volumétrie de biens mis en vente plus important et du coup plus de biens mis en vente, plus même de vendeurs qui mettent en vente et qui eux-mêmes trouvent plus facilement, qui démarre un petit peu avant le printemps, début mars, jusqu'aux vacances d'été. Donc c'est vraiment la meilleure période pour acheter si vous êtes en ce moment dans un projet d'achat, vous êtes dans le bon timing et peut-être que vous êtes aussi dans ce timing-là d'avoir trouvé pour la prochaine rentrée scolaire. Vous avez donc mis vos alertes, vous avez votre financement, vous avez mis vos alertes et vous commencez à avoir des biens qui remontent, qui sont pertinents. Il va s'agir maintenant pour vous de ne pas visiter pour rien, ne plus visiter pour rien. Ça vous est sûrement arrivé, comme ça arrive. C'est arrivé à beaucoup des acquéreurs qu'on accompagne ensuite de nous dire je n'en peux plus, de prendre du temps sur mon emploi du temps professionnel notamment parce que ça se passe en semaine pour aller visiter un appartement dont on me dit et dont je pense en voyant l'annonce que ça peut cocher, mais pour rien parce que je n'avais pas cette info ou celle-ci. Alors, en effet, la première chose pour optimiser vos visites, c'est d'être au taquet et d'avoir une forte disponibilité pour que dès que l'alerte arrive sur votre téléphone, vous puissiez contacter l'agent immobilier ou le propriétaire pour obtenir le maximum d'informations et ne pas vous entendre dire « Désolé monsieur, mais l'appartement est mis en vente depuis 2 heures et malheureusement, j'ai déjà démarré les visites et j'ai déjà une offre au prix. » Vérifiez par téléphone la pertinence du bien avant de vous déplacer. Oui, vous pouvez demander l'adresse précise, la localisation, tout à fait, ou en tout cas un point de repère important, de façon à vous assurer que ça rentre dans votre zone de recherche. Posez des questions sur le contexte de la vente. Depuis combien de temps est-ce que le bien est en vente? Est-ce que peut-être vous l'avez déjà vu passer il y a quelque temps parce que vous étiez déjà en alerte et vous voyez revenir un bien, peut-être parce que une offre est acceptée et puis le financement n'a pas été donné derrière, du coup remise en vente. Demandez un plan si nécessaire, en même temps que vous checkez l'ensemble des critères. Est-ce qu'il y a une problématique quelconque sur la copropriété, des travaux, de rénovation quelconque? Vous pouvez également demander les diagnostics si vous le souhaitez. L'agent immobilier est là à disposition, même si c'est en général des documents qu'on transmet après une visite. Et puis, n'hésitez pas à demander l'affluence des demandes sur ce bien, quand démarrent les visites, à quel moment est-ce que vous pouvez vous greffer, parce que l'objectif pour vous, si sur des marchés tendus comme celui de Nantes, l'objectif va être, et le jeu va être, parce que c'est un jeu, d'obtenir une des premières visites pour vous donner la chance de pouvoir vous positionner parmi les premiers. Justement, quand vous êtes en visite et pour pouvoir vous positionner derrière, n'hésitez pas vraiment à tout regarder sur cette première visite. C'est important parce que vous n'aurez probablement pas la possibilité de faire une revisite avant de faire votre offre. Donc, checkez bien tout d'un coup dans l'appartement, les éléments techniques en effet, des travaux qui ont pu être réalisés. Si vous voyez une cuisine qui a été ouverte avec potentiellement un mur porteur qui a été cassé, assurez-vous que les autorisations nécessaires ont été demandées et acceptées auprès de la copropriété. Une extension, une surélévation de toiture, même chose, il y a des autorisations à demander à l'urbanisme. Visitez à des horaires différents pour tester la luminosité, ouvrez les fenêtres pour tester les nuisances sonores éventuellement, et puis demandez à visiter tous les endroits annexes du bien, à savoir une cour, une cave évidemment, un garage à vélo si c'est important pour vous, le parking bien entendu, passez du temps dans le jardin si c'est une maison. Voilà, vraiment imprégnez-vous et prenez ce temps important. Il n'y a pas de Lorient, est-ce que il y a une moyenne, un temps moyen de visite sur un bien? Est-ce que on se dit qu'un appartement c'est 20 minutes et une maison c'est 45 minutes? Nous, ça peut durer quand on accompagne nos clients.
Tout va dépendre de la typologie du bien. Nous, chez Haussmann, on a tendance à réserver des créneaux de 30 minutes pour des biens qui sont en dessous de 100 mètres carrés. Dépasser les 100 mètres carrés, ça devient un petit peu difficile, donc on va avoir des rendez-vous de 45 minutes. Après, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les premières visites qui vont être un petit peu condensées. Par contre, à partir du moment où on a un acheteur qui s'est positionné et qui s'est vu accepter une offre, on prendra des visites qui sont bien plus espacées, notamment pour les biens qui nécessitent beaucoup de travaux. On est conscient qu'il y a besoin de visites plus longues, notamment avec les entrepreneurs. Ouais, absolument. Voilà, donc prenez le temps de bien visiter une fois que vous êtes sur place et de tout checker sur place avant de décider de vous positionner. On va vous expliquer, là, Laurien va vous expliquer comment rédiger une offre complète et qui pourra être prise en considération et défendue par l'agent auprès du propriétaire. Juste une petite chose avant, si vous sentez que le bien vraiment vous correspond, n'hésitez pas à poser votre offre assez rapidement parce que c'est très frustrant et nous on le voit aussi avec des acquéreurs qui décident finalement de se faire accompagner par nos chasseurs. C'est très frustrant de rater un bien parce qu'on a mis une demi-journée ou une journée à réfléchir pour se positionner. Donc n'hésitez pas à poser une offre et ça ne veut pas dire qu'elle est acceptée parce que probablement vous aurez de la concurrence et puis il va falloir la défendre derrière. On va en reparler. Laurent, comment ça se passe pour rédiger une offre? Yes, alors tu l'as très bien dit, ça. Moi, je ressouligne tout ça. Effectivement, si un bien vous plaît, il faut être très réactif. La première offre qui sera déposée sera souvent, si elle est au prix, sera souvent l'offre acceptée, même s'il y a des contrats d'entremise entre les agents immobiliers et leurs vendeurs. Ils ne sont pas obligés d'accepter la première offre au prix comme la légende urbaine peut le faire croire. Cependant, il y a une question de séduction auprès du vendeur. Donc, effectivement, la première offre qui sera déposée au prix aura beaucoup plus de chances d'être acceptée qu'une offre qui aura mis 3-4 jours parce que vous ne montrez pas votre motivation au vendeur. Donc, je souligne tout ça. Une offre pour être acceptée et pour être transférée, tout du moins, moi, lorsque je veux transmettre une offre à mon client vendeur, j'ai besoin d'avoir certains éléments qui rendent l'offre complète. On a les informations obligatoires d'une offre que vont être bien évidemment votre identité. Idéalement, si vous avez l'identité des vendeurs, c'est bien de la mettre, mais si vous passez par une agence, vous devez adresser cette offre à l'agence qui, lui, par la suite, va la transmettre au vendeur. Il faut un descriptif du bien, ce qui est très important. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un détail d'une dizaine de lignes, mais un petit descriptif reprenant en compte le fait de savoir si c'est une maison, un appartement, la superficie du bien, le nombre d'étages ou d'étages si c'est un appartement, s'il y a une cave, un parking. Ce sont des choses qui sont importantes pour caractériser votre offre. Le prix que vous en proposez, avec les frais d'agence. C'est important parce qu'après, ça sera à l'agent immobilier de faire le point avec son vendeur pour délimiter son net vendeur. Cependant, vous, en qualité d'acheteur, vous devez de mettre le prix avec les commissions d'agence qui sont incorporées à votre proposition. Une durée de validité de votre offre. Une offre a une période de validité. En général, on parle d'une durée de validité d'1 semaine. Surtout s'il y a des clauses suspensives ou autres, ou si vous négociez votre offre, il est logique que le vendeur prenne un peu de temps pour réfléchir à votre offre. Cependant, vous, si vous n'éditez aucune offre, aucune clause suspensive à votre offre et que vous faites une offre au prix, vous pouvez raccourcir ce délai à 2 ou 3 jours à destination du vendeur. Votre plan de financement et surtout votre façon de financer le bien, savoir si vous faites appel à un prêt ou non. Auquel cas, si vous faites appel à un prêt, il faudra inclure une clause suspensive d'obtention de prêt. Idéalement, c'est bien aussi de mettre en compte votre capacité d'apport sur ce plan de financement, de l'incorporer à votre offre. Et après, bien évidemment, toute clause suspensive nécessaire. Il faut savoir que cette offre, en tout cas pour nous en qualité d'agent immobilier, sert de base sur la transaction. Donc toutes clauses suspensives qui peuvent être mis en avant. Pour vous donner un exemple, j'ai des clients qui ont un jour forcé en clause suspensive le fait d'abattre un sapin dans une maison. Et ben en l'occurrence, ils l'ont mis sur l'offre et ça a été délimité avant l'acceptation de l'offre. Donc ça, c'est très important de le faire en amont, ce qui servira encore une fois de base de la transaction.
Parfait. Et alors, une fois que votre offre est acceptée, il suffit pas de l'envoyer, il faut la défendre, cette offre, parce qu'il y a de la concurrence. Vous n'allez pas être les seuls probablement à vous positionner, avec ou sans négociation, au prix ou à un prix négocié. Assurer de la solidité de votre financement, donc on le disait, avec une offre de simulation bancaire datée de moins de 3 mois. En effet, Foucault le disait tout à l'heure, les taux remontent entre les périodes Covid et le contexte politique actuelle. N'hésitez vraiment pas à refaire faire votre plan de financement et à l'updater. C'est extrêmement important pour pouvoir rassurer votre offre auprès du vendeur. Et puis, montrer votre motivation, créer du lien avec l'agent immobilier, créer du lien avec le vendeur, que le vendeur ait envie de vous vendre à vous plutôt qu'à un autre acquéreur qui peut y avoir en face. Et ça passe souvent, en tout cas on le fait pour nos clients, par une lettre de motivation ou en tout cas d'intention, de façon à s'assurer qu'on ne pose pas une offre comme ça parmi d'autres, mais que ce bien est important à vos yeux et de justifier pourquoi vous vous positionnez aujourd'hui sur ce bien à ce prix-là. Ouais, je me permets d'intervenir, Stéphanie, juste sur le fait de défendre votre offre. Un agent immobilier aujourd'hui aura 3 critères principaux. Bien évidemment, le financement, ça je l'ai pas introduit, mais Foucault nous génère des attestations de solvabilité garantissant du coup le financement d'un acheteur. Donc ça, c'est le point de vue financement. Les motivations, effectivement, c'est très important. L'idée, c'est pas d'infantiliser l'acheteur, mais s'il y a 3 offres prises sur un bien, c'est très important pour le vendeur de pouvoir se départager, auquel cas il a envie de vendre son bien à une personne qui aura soit un projet, soit un réel coup de cœur. Donc, c'est bien de le mentionner comme ça. Et par la suite, bien évidemment, la logistique, quand est-ce que les acheteurs souhaitent récupérer les clés et quand est-ce que les vendeurs sont prêts à céder leurs biens. Donc, gardez ça en tête. Ce sont vraiment les 3 points d'analyse d'un agent immobilier aujourd'hui sur l'acceptation d'une offre. Et c'est les 3 points sur lesquels vous devez vous défendre pour faire passer votre offre en priorité. Votre offre est acceptée, super. Maintenant, il y a toute une partie légale et les étapes notamment qui sont liées au notaire. Donc, vous aurez en amont analysé l'ensemble des documents qui a trait à la copropriété, les PV d'AG, etc., qu'on fait aussi nous pour nos clients en amont de la présentation de l'offre, de façon à pouvoir mettre les bonnes conditions suspensives en fonction du contexte du bien. Faites-vous accompagner par votre propre notaire, ça c'est important, c'est vraiment un des conseils qu'on donne à tous les acquéreurs. Les frais de notaire ne sont pas plus élevés s'il y a 2 notaires, chacun représentant le vendeur pour l'un et l'acquéreur pour l'autre. C'est vraiment extrêmement important de bien vous faire accompagner sur votre achat. Il faut compter en termes de timing, on l'a dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais entre le moment où votre offre est acceptée et le moment où vous allez signer le compromis chez le notaire, environ 30 jours, le temps de rassembler l'ensemble des documents et de fixer la date entre notaires. Vous démarrez ensuite à compter du lendemain de la réception du recommandé, du compromis. Vous avez 10 jours de délai de rétractation, puis entre 45 et 60 jours pour avoir une offre éditée, une offre bancaire éditée et en justifié auprès de votre notaire et donc du vendeur. Et enfin, 90 jours à compter de la signature de votre compromis pour avoir les clés et signer votre acte authentique, devenir définitivement propriétaire. Voilà pour l'ensemble du processus d'acquisition. On espère avoir répondu aux questions que vous pouviez vous poser par rapport à votre projet initial. Il y a quelques questions, je propose qu'on puisse les balayer ensemble. J'en vois une notamment, Lorient. Est-ce que les visites virtuelles sont une bonne alternative pour ne pas louper le créneau? Alors, ça change pas vraiment quelque chose sur le fait de louper un créneau de visite ou non. Par contre, ça vous laisse une belle image du bien. Ça vous évite de réserver une visite un peu à la va-vite. Et pour les personnes surtout qui sont à distance, ça leur permet d'avoir une première projection du bien. Et les visites virtuelles sont très qualitatives, donc on arrive vraiment à voir tous les espaces sous différents angles. Et c'est très appréciable.
En tout cas, c'est vrai que vous êtes quelqu'un, ou même nous, chasseurs, qui voyons beaucoup de biens défiler tous les jours pour chacun de nos clients. C'est vrai que la visite virtuelle nous permet d'écarter ou de confirmer l'intérêt pour un bien parce que on n'est pas dans un cadre de photos retouchées ou ce genre de choses, et on a vraiment une image réelle du rendu de l'appartement. Merci Laurian. Dans quelle mesure c'est l'agent immobilier qui choisit l'acheteur? C'est une question qu'on a souvent à la place du propriétaire. Alors, la réalité, c'est que l'agent immobilier a un devoir de conseil vis-à-vis du vendeur. Donc, lui se doit de prendre du recul et d'analyser, si vous voulez, les 3 points dont je vous ai parlé tout à l'heure pour vraiment conseiller au mieux, dans l'intérêt de son vendeur, l'offre la plus propice à une acceptation. Après, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je donne tous les tenants et les aboutissants à mon client vendeur en termes de solidité financière, en termes de motivation et de logistique. Après, la décision finale reviendra toujours à mon vendeur parce que on parle de son bien, c'est pas le mien en l'occurrence. Donc, du coup, je lui laisserai toujours l'occasion d'avoir la décision finale. Cependant, voilà, je me dois d'être impartial et de lui donner un peu toutes les recommandations que je peux lui faire en ma qualité d'expert immobilier. Est-ce qu'il faut arriver en visite avec une offre prête? Alors ça, je peux répondre, vous pouvez, oui, absolument. Néanmoins, il ne faut pas poser une offre pour poser une offre. Une offre, ça se prépare, ça se rédige. Il faut, si vous posez une offre en sortie de visite, il faut absolument que vous ayez votre plan de financement associé, et puis prendre le temps de rédiger éventuellement une lettre d'intention. En tout cas, ce qui est très important, c'est de signifier à l'agent immobilier ou à la personne qui vous fait visiter que potentiellement vous allez vous positionner et jauger du temps que vous avez imparti pour présenter votre offre d'une façon qualitative. Merci pour cette question. On a Basile Foucault qui nous demandait, j'ai vu que tu avais répondu un petit peu, mais est-ce que la hausse des taux est liée au contexte ukrainien? Ouais, bah, c'est ce que je lui disais, ça joue pas vraiment en faveur dès que le climat géopolitique se dégrade un peu, les banquiers ont plutôt tendance à augmenter un peu leur taux et surtout sur l'OAT, donc c'est ce que je disais, les emprunts d'État qui lui a fortement augmenté. Donc effectivement, ça joue pas dans le bon sens. Très bien. Alors après, la hausse des taux, nous, les taux ont tellement baissé dans les 2 dernières années qu'on parle surtout d'un rééquilibrage. Je ne sais pas, Foucault, si tu es d'accord avec ça, mais on parle plus d'un rééquilibrage qu'une montée vraiment, remontée des taux. Moi, je me souviens, quand j'ai acheté il y a 6 ans, je crois, on était à 2,6. Donc, on en est quand même loin et on est loin de remonter sur des taux Ouais, de ça reste vraiment canon, hein. Enfin, le plus bas historique des taux à 1% ou juste en dessous sur 25 ans, là, c'est 1,40, mais honnêtement, ça ne remet pas en cause des projets et ça reste des taux qui sont vraiment canons. Top. Une dernière question, je vois qu'il est 52, on est dans le timing. Est-ce que le contrat est exclusif? Alors là, je pense qu'il faut qu'on Alors, réponde. je pense qu'il parlait du contrat D'Haussmann. alors c'est comme moi j'intervenais, mais pour la partie courtage en tous les cas, Ouais. nous on a un contrat qui est pas du tout exclusif. Alors après, pour les autres parties, je ne sais pas, mais voilà. Alors, nous, en ce qui nous concerne, on ne travaille qu'avec des mandats qui sont simples. On a la conviction d'avoir confiance en notre produit et on veut éviter que nos vendeurs se sentent pieds et mains liés avec un agent immobilier. On travaille avec une très forte exclusivité morale, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 90% de nos vendeurs qui ne travaillent qu'avec Haussmann et qui veulent ne passer qu'avec Haussmann. Par contre, on leur laisse l'occasion de se décharger de notre relation dès qu'ils le souhaitent. On a conviction de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une exclusivité pour pouvoir correctement vendre leur bien immobilier. Alors, en ce qui nous concerne, nous accompagnons nos clients sur les mandats de recherche de 2 mois qui peuvent être prorogés ou en moyenne, on met 35 jours et 5 visites. Alors, on fait moins, on fait plus. En revanche, nous travaillons en effet sur des mandats de recherche qui sont exclusifs. Pourquoi? Parce que vous êtes accompagné par un chasseur qui vous est dédié, qui vous accompagne du démarrage du projet jusqu'à la date de la signature authentique. Et nous sommes rémunérés au succès uniquement, mais comme tous les professionnels de l'immobilier,
immobilier et nous ne voulons pas être en concurrence avec nos clients. Donc, c'est pour ça que nous n'accompagnons pas tout le monde. Et je vous disais tout à l'heure, il faut se poser la question d'être assuré, d'avoir vraiment le besoin de vous faire accompagner, c'est-à-dire de ne pas avoir envie de vous en occuper, de ne pas savoir faire et de déléguer complètement votre recherche dans les mains du chasseur. Donc, c'est un accompagnement qui initialement est de 2 mois et peut se proroger, même si on met tout en œuvre pour y arriver dans un temps plus court. Je crois qu'on a fait le tour. On a encore 2 questions, Stéphanie. Vas-y. Ouais. Il y a une question de Cécile. Le fait d'être accompagné par un chasseur donne-t-il plus de sérieux à un acquéreur aux yeux du vendeur, agent, par rapport à un acheteur qui se présente tout seul? Moi, je vais parler de mon expérience. En tout cas, pour un chasseur, pour un vendeur comme pour un agent immobilier, effectivement, ça apporte beaucoup plus de sérieux parce qu'on va être 2 professionnels à travailler sur la vente. Et on sait qu'un chasseur, notamment Je rêve d'une maison, vous travaillez vraiment vos clients en amont pour définir l'ensemble des projets et la solvabilité de l'acheteur. Donc, si je présente une offre d'un chasseur, je sais qu'elle aura beaucoup plus de chances d'être rassurée, d'être en confiance et d'aller jusqu'au bout que si je présente une offre d'un particulier. Et au-delà de tout ça, c'est un peu la promotion d'un chasseur, mais l'idée d'un chasseur, c'est qu'il va surtout être connecté avec l'ensemble des agences immobilières du marché, et donc du coup va pouvoir bénéficier de biens en avant-première, en primeur, que vous, malheureusement, en tant que casteur particulier, vous ne verrez pas forcément passer sur les portails immobiliers ou autres. Oui, et puis on a des très bonnes relations avec les agents immobiliers, mais aussi systématiquement avec des propriétaires qui vendent en direct pour rassurer en effet sur le financement de notre client, le fait qu'il soit vraiment acheteur et ne pose pas des offres pour se rétracter derrière, parce qu'on aura aussi rassuré notre client acquéreur sur le bien en question, de pouvoir lui dire oui, ce bien est au bon prix, ou travaillons avec l'agent immobilier pour faire une négociation de tel ordre parce qu'il y a une problématique X ou Y sur cet appartement. Voilà, donc on sait, nous en tant que chasseurs, que quand on pose une offre, c'est normalement une offre qui va au bout avec des clients qui sont acquéreurs, qui sont rassurés sur leur achat, le fait d'acheter au bon prix, le bon bien dans le bon timing. En effet. Ça peut complètement être une vraie valeur ajoutée pour faire accepter, pour avoir une offre acceptée. Pour JRDM, combien coûtent vos prestations Flore? Alors, on a un pourcentage, donc on est rémunéré au succès sur le montant d'achat avec un principe de barème entre 2,9% et 2% en fonction du montant de l'achat. Je vous laisse découvrir tout l'ensemble du barème et les honoraires qui sont libres et présentés sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en discuter également. On a un programme aussi de parrainage qui fonctionne très très bien et qui peut permettre d'avoir une petite remise d'honoraires. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Je crois que oui. Je pense que oui. Écoutez, on va vous libérer. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à participer à ce webinaire, à ce premier webinaire nantais. Merci Victoire, merci Foucault, merci Lorient. Vous avez eu l'occasion peut-être de noter nos coordonnées. N'hésitez pas, on est à votre disposition pour répondre à toute question et pour vous conseiller dans votre achat ou dans votre vente. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Au revoir. Salut Foucault. Salut, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée et le replay va vous être de toute façon envoyé dès la fin de cet événement. À bientôt. Au revoir. Merci.